Mineurs en peine, des procureurs en première ligne, documentaire d'Emmanuel Guillonnet. Immersion saisissante dans le quotidien d'une unité spéciale créée à Bobigny, la DIFAGE, Division Famille Jeunesse. Plein de questions sur le métier de procureur et la spécificité de l'exposition à la violence concernant les jeunes. Plein de questions aussi sur la violence des jeunes eux-mêmes qui fait régulièrement la une de l'actualité. Double questionnement donc aujourd'hui, questionnement que l'on va se poser avec nos invités. Dominique Perben, bienvenue, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice dans le gouvernement Raffarin entre 2002 et 2005. Vous avez aussi été maire pendant près de 20 ans de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire et aujourd'hui vous collaborez à Simon Associés, un cabinet d'avocats d'affaires. Aurélien Martini, bienvenue à vous également. Procureur de la République adjoint au tribunal judiciaire de Meaux, secrétaire général adjoint de l'USM, Union syndicale des magistrats. Béatrice Brugère, bienvenue, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats et autrice de Justice, la colère qui monte, plaidoyer pour une refondation complète, parue aux éditions de l'Observatoire. Séverine Cacpeau, bienvenue à vous également, enseignante, chercheuse en sciences de l'éducation, spécialiste des questions scolaires, des relations entre école et famille, assesseure au tribunal pour enfants de Bobigny et autrice du podcast Délit mineur, chronique d'audience au tribunal pour enfants diffusé sur Arte Radio. Merci à tous les quatre d'être ici. Parmi les éléments frappants que l'on retiendra peut-être du film, il y a ce quotidien méconnu d'une fonction souvent caricaturée, celle de procureur, fonction dont on ne perçoit souvent que le caractère accusatoire ou répressif. Est-ce que les protagonistes de ce film ne montrent pas un autre visage, Béatrice Brugère? On est quand même assez frappé de voir qu'il y a de la nuance aussi dans ce métier. Ah oui, alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce documentaire, justement, c'est cette espèce de rentrer dans le quotidien de cette équipe qui est quand même assez atypique, Bobigny n'étant pas représentatif, à mon avis, de tous les parquets mineurs, puisque c'est une très grosse équipe. Et le collectif n'existe malheureusement pas comme ça nécessairement ailleurs. La jeunesse aussi des protagonistes et l'engagement qu'ils ont. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a une vision très difficile et très critique de la justice, et notamment de la justice des mineurs. Donc ça, c'était intéressant de voir un petit peu le quotidien, comment ça pouvait se passer, avec cette réserve que je pense que c'est assez spécifique à Bobigny aussi, avec les côtés positifs et négatifs d'ailleurs de l'équipe, mais on en reparlera peut-être après. Bien sûr, et leur humanité aussi. Aurélien Martini, c'est vrai qu'on le caricature un peu, ce métier de procureur. On le connaît mal, on parle souvent des juges, des avocats, mais procureurs, on connaît assez peu. Ce documentaire nous permet de mieux les connaître. Oui, vous avez raison, c'est un métier qui est assez méconnu et qu'on résume souvent à l'audience, à la phase d'audience, où le procureur se lève pour prendre des réquisitions. Et on se rend compte avec ce reportage que, en fait, c'est la face émergée de l'iceberg. Et donc, ce qui est en dessous est beaucoup plus important en termes de volume, de quantité de travail, de charge aussi, à la fois émotionnelle. Oui. Et au fond, qu'on voit que le procureur est une vigie, en quelque sorte, de la protection de l'enfance dans ce pays. Que c'est lui qui est en première ligne pour prendre ce qu'on a appelé les OPP, les ordonnances de placement provisoire, par exemple, mais qui a un rôle de protection de l'enfance, qui n'est pas que dans un rôle de répression. C'est vraiment la force de ce documentaire, Dominique Perben, de montrer le procureur sous un autre visage. Oui, c'est le visage de la réalité. C'est ce qui est très frappant aussi, c'est la nécessité de décider très vite. Ce qui nécessite, à mon avis, de l'expérience, de la capacité de jugement assez sûre. C'est pas évident. Et puis, ce qui est frappant dans le film, dans l'ensemble du film, c'est de montrer que la justice est en bout de course et qu'avant, il y a toutes les défaillances de la société. Et que bien souvent, on demande à la justice de tout refaire. Elle en est évidemment incapable et il y a beaucoup d'autres questions qui se posent avant, en particulier tout ce qui est assistance à l'enfance en danger, qui à mon avis est un problème considérable aujourd'hui dans ce pays et qui n'est pas suffisamment, je dirais, au cœur des débats. Séverine Cacpeau, comment avez-vous perçu cette galerie de portraits de procureurs? Est-ce que ça ressemble de près ou de loin à ce que vous vivez en tant qu'assesseur? Alors, plus que ça, c'est que comme je suis donc assesseur au tribunal de Bobigny, alors c'est une fonction qui est très mal connue, peut-être dire un mot. Oui, allez-y, bien sûr. Donc, elle aussi. C'est un citoyen qui siège aux côtés du juge des enfants en audience pénale. Et en audience pénale, voilà, il y a 2 assesseurs et un juge des enfants. Et donc nous participons au débat, nous pouvons poser des questions, les assesseurs, et nous contribuons à la construction de la décision, au délibéré, notre voix
on a chacun une voix et la décision se prend à 3. D'accord. Donc c'est vraiment, je suis une citoyenne qui porte un regard sur la justice des mineurs. Donc vous n'avez pas forcément été surprise par l'humanité de ces procureurs? Non seulement pas surprise, mais parce qu'en fait je connais chacun des protagonistes du documentaire, quasiment tous. J'ai siégé avec eux, je les ai vus en audience, je les ai vus se lever pour requérir. Et je connais leur engagement et je trouve que le film rend très bien compte de cet engagement très fort. Sans doute aussi des petits moments où on perçoit aussi que le travail est aussi dur et peut sans doute générer des formes de souffrance professionnelle. Enfin, je crois que le documentaire le montre. Et je trouve que c'est une très belle fonction, la fonction de procureur. Ce sont des gens qui prennent des réquisitions mesurée, construite, intelligente. Et je trouve qu'en audience, c'est très intéressant. Et on a l'avenir de jeunes, de mineurs, d'enfants, d'adolescents entre les mains quand même, Aurélien Martini. Oui, absolument. Et comme vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, c'est des décisions qui sont prises très rapidement, avec un flot d'appels très important. Quand vous êtes à la permanence, que ce soit une permanence mineure, on est à Bobigny, c'est un peu un cas particulier, mais c'est reproductible finalement dans beaucoup de juridictions en France. Vous avez un flot d'appels pour traiter toutes sortes d'affaires. Il faut décider vite et il faut décider bien. Ce qui met une charge sur les épaules de mes collègues très forte, parce que toute erreur, vous voyez, à un moment donné, on se questionne sur l'échec de l'institution, toute erreur peut avoir des conséquences dramatiques. Parce qu'on parle de mineurs, encore plus. Et collègue disait dans le reportage, j'étais frappé par ça, il ne faut peut-être pas faire ça trop longtemps. C'est donc que ce travail abîme aussi ceux qui le font, d'être confrontés à cette violence en permanence et d'avoir cette pression de la décision à prendre. Il y a plein de scènes qui sont marquantes dans ce film. On va en revoir quelques-unes. D'abord, je voudrais vous parler d'une en particulier qui reflète peut-être un vrai dysfonctionnement. C'est lorsqu'une jeune fille de 16 ans s'est fait violenter par ses parents et se pose la question de la mettre ou non dans un foyer. Et l'une des réactions, c'est de dire « Oh non, surtout pas, ça va être encore pire. Les foyers sont remplis de viols, de violences. » Pardon, qu'est-ce qui se passe dans ces foyers, Béatrice Brugère? Comment est-il possible que ce soit plus protecteur de laisser peut-être une jeune fille de 16 ans entre les mains de parents qui la violentent que dans un foyer? Oui, alors c'est-à-dire que la France place énormément. En vrai, on est un des pays européens qui place le plus les mineurs. Et avec ça, le paradoxe, c'est que d'une part, on est en totale embolie, on manque de place, et quand on place, on a une difficulté aujourd'hui supplémentaire, c'est qu'il y a un risque supplémentaire. Donc ça fait quand même beaucoup d'éléments à prendre en compte dans la question du discernement et de la prise de décision. C'est-à-dire que, et là on voit bien que sur le placement, ses collègues lui disent non, peut-être pas parce que à la fois c'est pas adapté et c'est dangereux. Moi, ce qui m'interpelle, c'est justement la difficulté du placement en France, peut-être le manque aussi d'analyse, de formation par rapport à d'autres pays européens sur les risques du placement, et puis surtout la faillite de l'État, puisque ça fait plusieurs années, et d'ailleurs notre garde des Sceaux s'en est emparé récemment après le rapport Santiago, on en parlera peut-être, de la carence de l'État, puisque en plaçant des enfants, ils sont repris pour certains dans des réseaux de prostitution. Et ça devient un sujet qui n'est pas du tout marginal, puisqu'il y a eu des rapports là-dessus, il y a eu des alertes, notamment d'avocats, d'ailleurs aussi dans le sud de la France. C'est-à-dire que ces mineurs qui sont déjà extrêmement fragilisés sont repérés et sont, j'allais dire, récupérés par des réseaux, parfois d'ailleurs criminels, de prostitution. Ça paraît fou, Dominique Perben. Oui, c'est gravissime. Sur la protection de l'enfance, je pense qu'il y a beaucoup à refaire. Oui. Alors, il y a eu une part de décentralisation, ce qui n'a pas forcément... On a confié au département une partie de la tâche, si je puis dire. C'était une erreur? En tout cas, moi, je m'interroge. Je ne suis pas sûr que ça ait été une très bonne chose, parce que, d'abord, il y a des traitements très différents selon les départements de ces sujets. Et puis, l'articulation entre la partie judiciaire et la partie non judiciaire est parfois difficile à gérer. Enfin, tout ça est un peu technique. Mais en tous les cas, là, il y a un vrai effort à faire. Parce qu'on voit bien que les magistrats sont devant des situations impossibles. Et ça n'est pas du fait directement de la justice. Là, il y a un accompagnement à renforcer considérablement en termes de protection de l'enfance. Aurélien Martini. Oui, et pour ajouter à cela, on peut dire aussi que quand des magistrats prennent des décisions, qu'ils soient au parquet ou juge des enfants, elles mettent un certain temps à être appliquées. C'est-à-dire que même des placements ordonnés par un juge des enfants, je mets de côté le cas de l'ordonnance de placement provisoire, mais sont exécutés 6 mois, 1 an plus tard.
Donc vous voyez qu'il y a une vraie discussion aussi sur le moment de la décision et son effectivité, son application. Et le pédopsychiatre disait dans le reportage, le temps pour un enfant, il s'étire à l'infini. Moi, j'étais chef d'une section des mineurs. Si vous voulez, quand vous prenez une décision et qu'elle n'est pas appliquée dans les 6 mois concernant un enfant de 5 ans, 6 mois pour un enfant de 5 ans, c'est gigantesque. Et il se passe beaucoup de choses en 6 mois. Donc on a une vraie question sur le temps judiciaire, bien sûr, mais aussi sur l'effectivité de la décision de justice. Et tout cela, on l'a en tête, c'est vrai, Kagbo, quand on doit décider, qu'on doit participer à la décision de l'avenir à court terme ou à moyen terme d'un jeune? Oui, bien sûr. Une grande partie des mineurs qu'on voit au tribunal pour enfants sont des mineurs qui ont été pris en charge aussi dans le cadre de l'assistance éducative. Donc, ce sont des mineurs dits dangereux. En tout cas, c'est comme ça que dans la société, on les désigne. Et ils génèrent beaucoup d'inquiétudes. Mais ils ont été et continuent à être des mineurs en danger, insuffisamment protégés. Quand on met à l'abri dans des hôtels sociaux où il n'y a pas d'éducateurs, où voilà, les jeunes sont exposés à toute forme de réseau, que ce soit prostitution, criminalité, trafic, etc., on ne peut s'y résoudre. La question des moyens est centrale. Est-ce que la justice a vraiment les moyens de protéger les mineurs? Plusieurs séquences, là encore, dans ce film, nous montrent le manque cruel de moyens pour gérer toujours plus de dossiers. C'est vraiment l'un des axes forts de ce documentaire. J'avais le choix des séquences. J'en ai choisi une qui peut-être est la plus parlante. Regardez. En fait, je suis à la permanence, j'ai 15 personnes qui essayent de m'appeler en même temps. Je perds déjà beaucoup de temps à gérer cette situation, donc j'aurais bien aimé avoir quelqu'un rapidement là, s'il vous plaît. Oui, sauf qu'elle n'est pas là, la chef de service. Eh ben, vous pouvez peut-être la prévenir et lui dire de m'appeler ou quelque chose. C'est bien pour ça que je vous demande de lui envoyer. J'ai envie de crever. Oh putain! Oh putain! Non, tout est coupé, j'étais en communication. 2 fois en 2 semaines. Bienvenue à Bobigny. Ouais. Quand t'es que combiné, ça fonctionne. Oh là là, quelle journée de merde. Putain, j'espère que ça a enregistré mes réquisitions, sinon j'ai crevé. Oh là là. Putain, mais ce tribunal, il va avoir notre peau. Hein. Alors, ça peut paraître anecdotique, presque drôle, hein, Dominique Perben, mais ça l'est pas du tout. Ah non, c'est pas drôle du tout. C'est même si on en rit parce que là, ça a été tourné de cette façon-là. Mais non, si vous voulez, quand on est en flux tendu, forcément, à un moment, ça pète. C'est ça le problème. Et c'est sûr que Bobigny, on court. Moi, je me souviens déjà, en 2004, on avait fait un plan pour Bobigny, on avait nommé beaucoup de magistrats, beaucoup de policiers, c'était Villepin qui était à l'intérieur à ce moment-là. Bon, et puis je vois que 20 ans après, on est toujours en train de courir. Manifestement, il y a un problème de moyens. Alors je crois qu'il y a des rattrapages budgétaires qui ont été lancés ces dernières années, mais de toute façon, il faut se mettre à niveau. Et je pense que notre pays n'est pas à niveau. Mais le budget de la justice n'a-t-il pas augmenté sur plusieurs années d'affilée? Il y avait beaucoup à faire. On partait trop loin. C'est-à-dire qu'on regarde l'augmentation, il faut regarder d'où on part. Voilà. La France a 4 fois moins de procureurs que la moyenne européenne et 2 fois moins de juges. Donc là, mes collègues que vous voyez, ils devraient être 4 fois plus nombreux si on était à la moyenne européenne. Ça change tout. Ça change tout, évidemment. Donc ça impacte aussi le travail de mes collègues et ça impacte aussi la vie des gens, puisque derrière mes collègues, il y a des décisions qu'ils prennent qui vont avoir un impact fort. Et donc ça pose effectivement la question des moyens, ce qu'on est prêt à mettre pour que la justice fonctionne, la hisser au niveau, non pas d'une justice idéale, juste au moins des standards européens ou des pays qui nous sont proches et qui déploient beaucoup plus de moyens pour leur justice. On en a besoin. Alors vous avez raison, il y a eu des augmentations. Oui, est-ce qu'il n'y a pas une amélioration quand même d'année en année? En fait, la difficulté, si vous voulez, c'est qu'on s'est focalisé sur l'amélioration. Il y a eu un effort de la nation et il faut le reconnaître. Il y a eu un effort de la nation pour sa justice. Mais il faut regarder d'où on part et où on doit arriver. Quand je dis qu'il y a 4 fois moins de procureurs que la moyenne européenne et 2 fois moins de juges, ça implique évidemment un effort important. Alors, évidemment, si on n'arrivera pas, il y a aujourd'hui 9 000 magistrats en France, disons, on n'arrivera pas à 20 000 magistrats, ce qu'il faudrait, ce qui est un chiffre cible d'ailleurs reconnu, y compris par la chancellerie, on n'y arrivera pas demain. Mais on doit tendre vers ça. Parce que sinon toutes les mesures qu'on peut prendre, il y a des mesures où on peut gagner du temps, on peut simplifier des procédures,
Mais les ordres de grandeur en cause ne sont pas ceux-là. Les ordres de grandeur en cause, c'est qu'il nous faut 2 fois plus de magistrats en France. Plus de moyens, mais peut-être aussi plus d'affaires. Et ce n'est pas uniquement l'indicateur magistrat qu'il faut prendre en compte. Parce que le magistrat tout seul, il ne fonctionnera pas mieux s'il reste tout seul. Il y a tout le reste, il y a tous les collaborateurs, il y a les services adjacents. Et là, on voit bien qu'une des difficultés, c'est la médiocrité de tout ce qui est assistance aux mineurs en danger. Et donc là, il y a aussi des moyens considérables à mettre en place. Et puis peut-être aussi des réflexions à avoir sur qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Béatrice Brugère et ensuite Séverine Cacpo. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur le Ministre. C'est-à-dire que la question des moyens, elle est spécifique quand même à Bobigny. Hein. Je le rappelle quand même, il y a beaucoup de tribunaux où vous avez un magistrat au parquet mineur, un seul. Donc ils ne fonctionnent pas du tout comme ça. Et j'espère pour eux qu'ils n'ont pas des pannes électriques à la Cour d'appel de Paris où je suis régulièrement. Nous avons aussi des pannes électriques. Mais bon, parfois les enjeux sont différents. Tout simplement pour dire qu'il y a la question du pilotage. Et là, je vous rejoins tout à fait, Monsieur le Ministre. On a vraiment une question de modernisation du pilotage, c'est-à-dire on manque de greffiers, alors que c'est une obligation légale, notamment pour les juges des enfants. Vous disiez à juste titre qu'on manque de magistrats du parquet au niveau européen, qu'on est 4 fois moins nombreux, mais il faut ajouter à cela qu'on leur demande 10 fois plus de tâches aussi que dans les autres pays européens. Vous voyez bien, le magistrat, il fait tout. Hein. Ouais, il va se lever, va faire la photocopie, voilà. Il est pas staffé. Ce qui impacte la prise de décision, parce que on a parlé et l'usure et la fatigue. Et bien sûr, parce que ce sont des journées extrêmement longues où il faut prendre des décisions très rapides, très graves, parfois très impactantes. Et donc, si vous êtes là en train d'essayer de faire marcher votre ordinateur et ne pas réfléchir, ça impacte la prise de décision. Donc, c'est tout un pilotage qui est, à mon avis, défaillant. Mais encore une fois, qu'il faut relativiser. La Seine-Saint-Denis, c'est aussi un des départements les plus criminogènes sur la justice des mineurs, donc doublement impacté par rapport à ça et par rapport aux conditions de travail. Séverine Cacpo. Oui, le manque de moyens, il est frappant dès qu'on entre dans le tribunal judiciaire de Bobigny et notamment le tribunal pour enfants. J'insisterai sur le manque de moyens éducatifs. C'est vraiment très important de le redire. On prend des décisions au tribunal pour enfants, on prononce les juges prononcent des mesures éducatives qui sont des mesures, trop souvent des mesures fantômes, parce que derrière, les services éducatifs ne peuvent pas, les éducateurs ne sont pas assez nombreux, travaillent avec trop de mineurs, n'ont pas le temps, les moyens de mettre en œuvre un travail éducatif approfondi, de qualité. Et ça, c'est vraiment terrible. Et ça crée un cercle vicieux. Oui, bien sûr. Et on le voit dans le documentaire. Manque de moyens de la justice, manque de moyens aussi dans la police. On a des extraits très intéressants dans le documentaire là-dessus. Manque de moyens éducatifs. Et puis, continuum dans la société de services publics sous-financés, qui ne sont pas suffisamment là pour répondre à l'urgence. Et j'aimerais dire aussi que la santé, les services de psychiatrie, les services de soins en Seine-Saint-Denis, voilà, eux aussi sont en souffrance. Bien sûr. Ouais. Alors, il n'y a pas que la violence que les mineurs subissent, il y a celle, évidemment, qu'ils provoquent. Cette violence des mineurs fait régulièrement la une de l'actualité. Je vous rappelle qu'en juin dernier, une surveillante de collège a été tuée à Nogent, à coups de couteau, par un ado de 14 ans. Le 24 janvier dernier, dans le 14e arrondissement de Paris, Elias, 14 ans, était assassiné à la machette par 2 mineurs multirécidivistes. Cela aussi, il faut que nous en parlions. Avons-nous un problème avec cette violence des mineurs ? Avant d'en parler avec vous, je voudrais que l'on revoie ce débat entre procureurs sur les poursuites à engager contre des jeunes qui se sont livrés à un lynchage sur un autre adolescent. La scène est assez violente, attention, mais elle est intéressante. Il a des marques dans le dos, effectivement, et ils lui ont coupé ses dreads et ils lui ont en partie brûlé les cheveux. Mais ça va. Bon. Mais Cécile, il faut pas qu'elle me les remette dehors, là. Hein. Bah, je te la Les autres faits, ils sont hyper graves aussi. Hein. Ouais, bah oui, c'est clair, parce que la vidéo, elle est quand même un peu violente. Je sais pas, Cécile, quitte pas. Ouais. Oui, Denis. Moi, je trouve ça hyper violent. Ah ouais, mais moi, je crois que je suis complètement insensibilisée, peut-être. Ouais, non, je laisse pas sortir ces gamins en disant on vous reconvoquera plus tard, quoi. C'est pas possible. Non, mais plus tard, la semaine prochaine, le temps qu'on identifie tout le monde lundi. Ok.
Béatrice Brugère, je me mets à la place des téléspectateurs qui voient comme nous aussi l'actualité, qui voient une violence des mineurs qui semble être de plus en plus forte. Qu'est-ce qui se passe avec ces mineurs ? Alors, je crois que la jeune substitut ou procureure donne elle-même la réponse, en fait, à votre question. Elle dit, je crois que je deviens un peu insensibilisée. C'est ce que vous disiez, il ne faut pas rester trop longtemps sur ces fonctions parce qu'il y a une intensité de la violence qui est réelle, en tout cas sur certains secteurs du territoire. Alors, il y a des débats sur les statistiques. Est-ce que c'est plus violent, moins violent ? Oui, j'ai des chiffres, je vais vous les montrer. Tout à fait. Alors, ils sont difficiles à commenter, d'abord, ces chiffres, parce qu'ils sont souvent incomplets. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est un rapport du Sénat qui explique qu'on a un problème de cartographie de la réalité de la violence, à la différence d'autres pays. Je pense, par exemple, au Canada, ou ces pays qui ont investi davantage sur une analyse de la violence. Mais toujours est-il que là où tout le monde est à peu près d'accord, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a un rajeunissement parfois d'une violence très intense. Ça, c'est quelque chose que, en tout cas, que tout le monde partage. En tout cas, que nous, nos acteurs, les magistrats avec qui nous, on partage ça, nous font remonter. Je pense que c'est assez vrai. Alors, c'est vrai que cette scène, elle est terrible parce qu'une vidéo, c'est toujours d'une violence extrême. Et elle interroge aussi le grand public. Aujourd'hui, il y a une critique sur la justice des mineurs, dont on dit qu'elle est laxiste ou pas assez répressive. Pas assez répressive. Exactement. Ça, on ne peut pas faire l'impasse, en tout cas, sur ce sentiment et sur la vision que les citoyens ont de la justice. Il est certain que dans l'échelle de la progressivité des horreurs, parce que dans le document, on voit aussi après des faits criminels, notamment sur une affaire d'assises, qui fait que peut-être que quand on est trop longtemps, très jeune, on a une tendance à relativiser. Ce qui est intéressant à Bobigny, et ce que je trouve vraiment important dans votre documentaire, c'est qu'en fait, c'est un collectif. Et il y a une hiérarchie. Et il y a ce travail où on peut échanger. Il n'y a rien de pire, et je le dis, je le redis, qu'un substitut mineur qui est tout seul dans un petit tribunal et qui, lui, n'a pas cette capacité d'échange. Parce que moi, je crois vraiment au travail collectif où l'autre vous dit non, alors attention, là, tu te trompes. Parce que la question, en fait, c'est la question du discernement de la prise de décision. Et ça interroge également la jeunesse, parfois, des praticiens qui, alors ça c'est toute la RH aussi, qui ne sont pas, j'allais dire, sous un mentorat ou staffés ou avec une direction qui les aide. Donc là, c'est intéressant, c'est qu'il lui dit, ah non, là, il faut y aller parce que tu vas mettre en péril l'enquête, peut-être, etc. Alors, quelques chiffres avant de poursuivre. Les violences n'augmentent pas forcément, mais les actes sont de plus en plus violents. Depuis 2016, le nombre de mineurs poursuivis par la justice a baissé de 25%, mais le nombre d'adolescents poursuivis pour assassinat, meurtre, coup mortel ou violence aggravée a quasiment doublé depuis 2017, passant de 1207 à 2095 en 2023. Est-ce qu'il faut des lois? Est-ce qu'il faut une justice plus répressive, Aurélien Martini? Alors, la justice, on a parlé de laxisme ou de caractère trop répressif de la justice française. La justice française, elle est répressive comme les autres justices européennes. Donc, il faut tordre le cou à cette idée que la justice française serait plus laxiste, serait laxiste. C'est faux. Au global, c'est faux. Alors après, on peut toujours isoler une affaire pour dire dans telle situation, il y a eu un manque de discernement, une mauvaise décision de justice. On peut toujours le faire. Mais au global, si on regarde globalement, la justice française, elle est répressive comme ses voisines. Et d'ailleurs, les peines prononcées ont cru de 25% ces 5 dernières années. Donc on a un taux moyen de peine qui est fort. Si on braque le projecteur maintenant sur la justice des mineurs, il faut bien comprendre que mes collègues travaillent dans une sorte d'exercice sous contrainte. C'est-à-dire qu'on a une capacité à enquêter, qui dépend des forces de police disponibles, une capacité à poursuivre, qui dépend des forces qu'on peut mobiliser au parquet, une capacité à juger et à faire exécuter. Et ce système-là est un entonnoir. C'est-à-dire que vous partez du plus large, qui est déjà pas si large que ça, et vous arrivez à une capacité de traitement qui est plus faible. Donc vous êtes obligé de prioriser. Et vous priorisez parfois entre des dossiers qui sont très délicats et graves. Quand cette collègue dit est-ce qu'on poursuit, c'est un peu technique, mais est-ce que je lève les gardes à vue, je poursuis en préliminaire parce que je n'ai pas tous les auteurs d'interpeller. Ce qu'elle veut, c'est au fond avoir tout le monde en garde à vue pour déférer, c'est-à-dire se faire présenter tout le monde. Au lieu de ça, on dit le trouble à l'ordre public est tel qu'il vaut mieux ouvrir une information judiciaire. Mais si vous ouvrez une information judiciaire, vous entrez dans un cadre procédural qui va saisir un juge d'instruction qui est lui-même surchargé de dossier. Donc vous êtes tout ça pour dire que quand vous prenez une décision, vous ne vous posez pas simplement la question de la meilleure décision à prendre, mais c'est un exercice sous contrainte, c'est quelle est la moins mauvaise décision que je peux prendre avec les moyens dont je dispose. On en est là, Dominique Perben. Il y a un sujet.
Le sujet, c'est le calendrier, c'est le rythme. C'est-à-dire que je suis convaincu qu'il ne s'agit pas d'augmenter la gravité des peines, etc. La question, c'est comment on exécute. C'est trop lent. Pour vous, c'est la clé du problème. Je suis absolument convaincu. Beaucoup est dans l'exécution de la peine et même avant, dans comment dérouler le processus avant la peine. Et en particulier, si on veut avoir une attitude pédagogique avec des mineurs, s'il s'agit d'eux, il faut encore plus faire attention à cela. Le mineur qui est convoqué 6 mois après l'exécution d'un fait, trop tard. Mais ça ne sert à rien. D'ici à 6 mois, il en aura fait 2 ou 3. Parce que vous avez vu, ça bouge quand même au niveau politique. On a 2 textes sur la justice des mineurs dont je voudrais juste parler avec vous. Celui de Gabriel Attal, adopté au Parlement, et puis largement censuré par le Conseil constitutionnel, qui rappelle la primauté de l'éducatif sur le répressif, et une proposition de loi constitutionnelle aussi de la sénatrice LR, qu'on connaît ici, Marie-Claire Carrère-Gé, qui plaide pour une justice des mineurs plus réactive, Dominique Perben. Donc on voit qu'au niveau politique, les choses... Oui, il y a une question qui se pose qui est très complexe, qu'on ne va pas traiter dans le cadre de cette émission, qui est la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Moi, je suis assez critique. Je pense que le Conseil constitutionnel va trop loin dans ce qu'il appelle la protection des grands principes, etc. Je pense que la liberté du juge, la liberté du législateur doit être davantage respectée. Ce sera, j'en suis convaincu, un débat de la prochaine présidentielle. On n'y coupera pas. Parce que là, on a un équilibre à trouver entre la volonté démocratique du législateur et puis ce que le Conseil constitutionnel s'est progressivement saisi d'un rôle qui n'était pas le sien il y a 20 ou 30 ans. Et donc là, il y aura un débat. Mais pour revenir à notre débat d'aujourd'hui, c'est vraiment la question du rythme qui, à mon avis, pose problème, donc la question des moyens, mais probablement de corriger un certain nombre de textes. Et puis, il faut s'interroger d'une manière générale sur l'exécution de la peine. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir un système, comme vous le disiez, en forme d'entonnoir, et à la fin, finalement, il n'y a rien qui sort. C'est bien, Cacto. Sur la question du rythme, il faut rappeler que la justice des mineurs a fait l'objet d'un complet changement de paradigme avec l'entrée en vigueur du CJPM, du Code pénal de la justice des mineurs, qui a remplacé l'ordonnance de 1945. Oui. Un des grands atouts de cette réforme, c'est de faire qu'aujourd'hui, on juge les mineurs relativement rapidement. Ah bon ? Et ce n'était pas le cas avant avec l'ordonnance de 1945, notamment à Bobigny, où il pouvait y avoir des délais d'audience. Donc vous voulez dire que ça va mieux quand même de ce point de vue-là, en termes de rythme d'exécution ? Aujourd'hui, les mineurs, on les voit très rapidement pour une audience de sanction. Une audience de culpabilité, une audience où on va débattre de leur culpabilité. Ils sont ensuite, on les revoit pour une audience de sanction, environ 6 mois, 6 à 9 mois plus tard. C'est un peu la question que pose la loi, ça. Et ça permet... Moi, je suis assez critique avec cette formule. D'apporter une réponse assez rapidement. Et aujourd'hui, un mineur qui a commis une infraction, il peut être présenté à un juge très rapidement. Alors, où est le problème ? Alors, selon vous, quelle est votre analyse ? Moi, je trouve que déjà, la justice des mineurs, elle est mal connue. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai voulu écrire ce podcast, c'est qu'elle se tient à guichet fermé, elle préoccupe beaucoup la société à juste titre, mais on la connaît très mal. Et on est quand même dans une société un peu schizophrénique qui s'émeut de tous ces faits divers terribles dont vous avez parlé et qui, en même temps, accepte que, en fait, on ne travaille pas sur le plus important, qui est la prévention de la délinquance. Il faut travailler en amont, pas seulement être toujours dans la fermeté, etc. Et c'est une justice qui est ferme. Aujourd'hui, elle manque de moyens éducatifs, je l'ai dit, parce que la fermeté sans l'éducation, ça n'a aucun sens. Donc pour vous, s'il y a des moyens à mettre, c'est plutôt en amont qu'une fois que... Bien sûr, Béatrice Brugère. Oui, je me permets de réagir parce que sur les projets de loi que vous avez évoqués, notre syndicat est très en pointe. Et je rejoins tout à fait la question du temps. Du temps judiciaire et de l'intérêt d'une réponse. Ce n'est pas tellement
Le contenu, c'est à quel moment elle intervient. Et nous sommes assez favorables, justement. Nous, on était opposés à la césure, hein, parce qu'on pense qu'on confond le temps judiciaire et le temps éducatif, qui sont 2 temps totalement différents. Et on était totalement opposés à la césure, parce que justement, vous avez totalement raison, ça raccourcit le temps au départ, mais ça ne le raccourcit pas à l'arrivée. Or, le mineur est dans un temps complètement différent. 6 mois, c'est très très long pour lui, ça n'a rien à voir avec un adulte. Et on a aussi des failles dans notre système. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu l'affaire d'Elias que vous avez justement évoquée. C'est-à-dire que, en effet, c'est plus rapide au début, mais après, les mesures de protection ou les mesures de contrainte qui peuvent être mises sur certains faits avec un certain âge ne sont pas assez fortes. Le ministre, d'ailleurs, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, l'avait pointé aussi en disant, mais même si on ne respecte pas ces mesures éducatives judiciaires, il n'y a pas de sanction. Donc là, il y a des failles. Donc en fait, la loi, elle doit être modifiée. En tout cas, elle doit être confortée, pour vous, elle doit être modifiée. Bien sûr, au moins sur ces failles. Il y a des choses, en tout cas, à consolider. Ça, c'est pour nous une évidence. Mais c'est surtout que le temps du jugement et le temps de l'exécution est beaucoup trop long. Et parfois, en tout cas, c'est notre position et celle de notre syndicat, c'est pas une question de répression, c'est vraiment une question de temporalité. Et c'est une question d'exécution sur une petite frange de mineurs qui, eux, sont ultra violents. Et les victimes de ces mineurs, c'est d'autres mineurs, ne l'oublions pas. Donc, dans le terme de la protection, c'est aussi d'autres mineurs qu'il faut protéger de la violence de mineurs qui sont peut-être pas été assez pris en compte. Ça, je suis d'accord avec vous en termes de prévention avant, puisque 40% des mineurs délinquants sont des mineurs qui font l'objet d'une mesure éducative qui n'a peut-être pas eu lieu d'ailleurs et de manière correcte. Et on arrive malheureusement à la fin de ce débat, donc je vais vous demander à vous tous un mot de conclusion, peut-être un appel à lancer, Aurélien Martini. Oui, je crois qu'il faut se méfier de la loi magique. Parce que, par exemple, on parlait de rythme judiciaire. Moi, je finirai là-dessus parce que je crois que c'est très important, le rythme judiciaire. Vous savez, c'est comme au piano. Il ne faut pas que la main droite joue beaucoup plus vite que la main gauche, ou inversement. Et à quoi sert-il de juger vite, d'avoir des décisions de justice rapides, si derrière, vous n'êtes pas capable d'exécuter ces décisions de justice? Que ça soit de l'incarcération, avec la surpopulation carcérale, que ce soit la mise en place de mesures éducatives, si vous n'avez pas d'éducateurs pour suivre. Donc il faut bien faire attention parce qu'on peut se donner bonne conscience en se disant on va accélérer le temps judiciaire. Oui, c'est bien d'accélérer le temps judiciaire, encore qu'il faut trouver la juste mesure. Mais pour quoi faire? Ce qui est important, c'est que quand une décision de justice tranche quelque chose et qu'elle ordonne quelque chose, ça soit exécuté. Sinon, on décrédibilise l'institution judiciaire, on n'a plus foi dans les décisions de justice et on laisse ceux qui ont besoin de la justice pour être secourus sans aide. Et ça, c'est un enjeu majeur pour les années à venir. Séverine Cacou. Moi, je tiens à rappeler, il est important qu'on tienne des discours mesurés, tempérés, nuancés sur la justice, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde extrêmement polarisé. Et je crois qu'il faut aider les citoyens à comprendre la justice, ses difficultés, ses fonctionnements, et aussi à comprendre ces mineurs, à ne pas les ostraciser, à vouloir les exfiltrer de la communauté nationale, etc. Ils sont les enfants de la République. Il faut qu'on se demande aujourd'hui comment faire en sorte que ces mineurs trouvent leur place dans la société. Béatrice Brugère. Oui, non, mais la question de la temporalité va évidemment pour nous avec celle de son exécution. Et ce n'est pas une question de répression, c'est une question justement de mesure. Et nous, on était favorables, par exemple, ce qui n'est justement pas de la répression, j'allais dire folle, à des ultra courtes peines, justement. On a travaillé avec des pédopsychiatres pour stopper justement des parcours de délinquance. Et une justice qui est dans une bonne temporalité, dans une bonne mesure, elle protège à la fois j'allais dire primo-délinquant dans des parcours de délinquance, et les mineurs, c'est très particulier. C'est pour ça qu'il faut aller vite et qu'il faut être très pédagogue. Oui, aller vite d'entrer dans un engrenage de violence. Les délais, on ne les a pas vraiment évoqués, mais ils sont incroyablement longs, par beaucoup plus longs d'ailleurs que ce que la loi avait prévu. Et ils sont inefficaces parce qu'ils arrivent trop tard, parce qu'on voit qu'en fait, les mineurs, c'est une spécificité des mineurs, quand ils commencent à rentrer dans un parcours de délinquance, il est souvent multi-réitérant si on ne met pas de stop. Et la question, ce n'est pas de mettre un stop
violent, au contraire, parce qu'après il arrive ce stop violent. C'est au contraire de tout de suite pouvoir comprendre ce qui se passe. Et nous, on était favorables donc à ces ultra courtes peines, d'ailleurs qui ont été reprises et qui n'existent pas en France, sur lesquelles il faut réfléchir aussi sur des modalités d'exécution qui seraient des modalités d'exécution assez intéressantes ou qui seraient pluridisciplinaires, avec une évaluation des addictions, des difficultés, du milieu familial. Tout ce qui n'existe pas aujourd'hui, donc c'est à créer et c'est à imaginer. Dominique Perben, pour conclure. Oui, je voudrais dire que cette montée de la violence, et une violence de plus en plus violente, si je puis dire, c'est un problème de société qui ne se résume pas aux questions de justice. Et je voudrais vraiment insister sur le fait que nous devons avoir une réflexion sérieuse, au-delà des tabous, sur le principe d'autorité à l'éducation nationale, sur le principe d'autorité dans les clubs sportifs, dans le monde associatif. Le jeune, si on veut éviter qu'il devienne délinquant, il faut que, dès le départ, il y ait une prise en compte de la nécessité de l'autorité, du respect. Jusque dans les règles, foyers, alors jusque dans les familles. Ben, vous savez, moi, je ne supporte pas l'idée que chaque fois qu'un professeur dit quelque chose à un élève, les parents viennent voir le professeur, le menace. Ça, si on accepte ça, il ne faut pas se plaindre à la fin de ce qui se passe au niveau judiciaire. C'est là le nœud de la question. Donc c'est un problème de société au sens large. Qu'est-ce que c'est que l'autorité? Qu'est-ce que c'est que le respect de la règle? Chacun doit être dans son rôle. Il faut que les éducateurs soient renforcés dans leur autorité. Et sinon, les procureurs, on a vu leur travail. Je veux dire, il faudra en nommer 4 fois plus, et puis il y aura de plus en plus de difficultés. Et, bon, mais c'est avant que ça se passe. Vraiment, je crois qu'il faut... L'autorité, ça démarre à l'école. Voilà qui ouvre une réflexion encore plus globale que nous aurons peut-être sur ce plateau un jour. Merci en tout cas à tous les 4 d'avoir participé à cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis, comme chaque semaine. Documentaires et émissions à retrouver en replay sur notre plateforme publicsena.fr. À très vite. Merci.